Rebonjour à tous. Nous nous retrouvons cet après-midi après la pause déjeuner. Merci d'être là, nombreux ceux qui sont en présentiel au Rocher de Palmer. Merci à ceux qui nous suivent depuis leur écran sur Internet. Et nous continuons cette journée avec un retour d'expérience. J'ai à côté de moi Magali Baudeil et Cédric Ramière. Magali Baudeil est donc directrice d'une pépinière d'entreprise de Haute-Gironde, mais elle va nous le dire très vite. Et Cédric Ramière, c'est Coco Architecture. Il nous expliquera en 2 mots qu'est-ce que c'est son cabinet d'architecture. Voilà. Et donc, ce pourquoi ils nous font un retour d'expérience, c'est par rapport à une pépinière et un hôtel d'entreprise de la Haute-Gironde qui a été lauréate du prix régional catégorie Travailler et accueillir en 2020. Donc, je passe la parole immédiatement à Magali Baudeil qui va nous expliquer effectivement sa structure pépinière d'entreprise, en quoi consistait la commande qui avait été faite, et ensuite nous passerons la parole à Cédric Ramière qui nous expliquera comment ils ont essayé au mieux de répondre à cette commande. Magali Baudeil, c'est à vous. Bonjour. Donc Magali Baudeil, je suis directrice d'un bâtiment qui s'appelle l'Agora, qui est une pépinière hôtel d'entreprise. Une pépinière hôtel d'entreprise, c'est une structure qui a vocation à héberger et à accompagner des entreprises en création, donc pendant 4 ans maximum. L'Agora, en fait, a vu le jour tout simplement parce que c'est une extension d'un bâtiment qui était déjà existant. Nous avions une pépinière qui avait été créée en 2004, un bâtiment à l'époque tout en métal. À croire qu'en 2004, le bois était peu utilisé dans l'architecture. Donc, quand je suis arrivée, moi, en 2010, donc, on avait un premier bâtiment. Ce bâtiment est composé de bureaux, d'ateliers. C'est un endroit également où il y a des communs, parce que les entreprises qui sont hébergées ont vocation à se rencontrer. Elles déjeunent dans les espaces, elles mutualisent des espaces de reprographie, etc. Et dès 2015, on a commencé un petit peu à être à l'étroit dans les bâtiments. Donc après avoir découpé des bureaux, etc., la collectivité a fait le choix de travailler sur un projet d'extension. L'idée étant d'ajouter approximativement 1400 m² supplémentaires aux bâtiments préexistants. Très rapidement, Cédric vous présentera le projet architectural, mais initialement, on pensait pouvoir faire une extension directement du bâtiment que nous avions. Il s'avère que c'est un second bâtiment qui a été créé et donc il y a une jonction entre les deux qui a été faite tout en bois qui permet du coup de faire le lien, même pour nous, dans le fonctionnement entre les deux entités. Ce bâtiment, en fait, il est issu d'un programme que nous avions réalisé avec un programmiste. On a pris une petite année à travailler aussi bien moi avec les équipes, dans la mesure où on est une petite équipe à animer ce bâtiment, on est 5 personnes, les élus, puisque je travaille pour une communauté de communes, donc c'était une commande publique, et après les usagers. Dans le bâtiment, comme je le disais, on a des chefs d'entreprise, on a des salariés, on a des télétravailleurs, puisqu'on a un espace de coworking qui avait été initié dans le premier bâtiment et qu'on a concrétisé en fait dans la seconde construction réalisée par Cédric Ramière et ses équipes. Donc c'est sur la base d'un programme qu'on a lancé un concours d'architectes. C'est Coco qui a été retenu. Dans le programme, on avait des éléments qui ont peut-être, je pense, permis à Coco de faire une proposition la plus en adéquation, en tout cas avec nos attendus. Ce cahier des charges, il visait quand même à construire un bâtiment qui soit un lieu de travail, mais un lieu de travail où il fait bon vivre. Entre des bâtiments qu'on livrait en 2004 sur des espaces de travail et la façon dont on conçoit aujourd'hui le travail, les choses, je pense, ont beaucoup évolué. Et en l'occurrence, la part belle était demandée à tous les espaces de rencontre, de confidentialité également. Donc ça, c'était une des premières préoccupations, le bien-être en fait dans ce bâtiment. Seconde chose, c'était l'intégration paysagère du bâtiment. On est sur un territoire très rural, Saint-Aubin-de-Blaye, je ne suis pas persuadée que vous connaissiez. C'est situé en Haute-Gironde, à la limite des Charentes-Maritimes, Charentes-Maritimes.
Et donc le bâtiment est construit en plein milieu d'une zone d'activité. Donc il fallait prendre en considération des bâtiments qui étaient déjà construits autour, à vocation beaucoup industrielle. On est le territoire où il y a la centrale nucléaire du Blayais, donc voilà, une habitude plutôt industrielle. Et donc l'idée, c'était quand même que ça puisse s'intégrer dans ce paysage, parce que malgré tout, après, c'est forcément un territoire rural. Et c'est pas toujours très simple, en fait, de ramener un élément architectural dans un territoire rural. Donc l'idée pour nous, c'était vraiment de pouvoir bien travailler son intégration. Et enfin, dernier point de la commande, c'était travailler sur tout ce qui était énergie renouvelable. La collectivité porte une vraie démarche environnementale, aussi bien sur les questions de production d'énergie, qu'après, typiquement, le bâtiment est construit au bord d'un ruisseau classé Natura 2000. Donc, nous portons cette démarche Natura 2000 au niveau de la collectivité. Donc, c'était une des prises en considération qui était attendue via le programme et auquel Coco Architecture, aussi bien dans la phase concours que après dans le travail qu'on a mené ensemble pour la construction du bâtiment. C'est un thème sur lequel on a largement investi cette commande politique. Je vous laisse la parole. Voilà, merci pour avoir posé le contexte et puis nous avoir dit le cahier des charges. Maintenant, on va essayer de découvrir comment Cédric Ramière et ses équipes a répondu au cahier des charges. Mais avant de lui laisser la parole, donc Coco Architecture, c'est une agence créée en 2005 et qui a la particularité d'être une agence en réseau, en fait, dans plusieurs endroits des territoires ruraux, comme vous l'évoquiez, mais aussi à l'international. Oui, alors on va faire rapidement, parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais c'est vrai qu'en 2 mots, Coco Architecture, c'est une agence... Il faut parler bien en face du micro. Pardon, c'est une agence qui est installée en milieu rural. L'ADN de cette agence, c'était de se rapprocher le plus possible des ressources en matériaux naturels pour essayer de les faire vivre à travers une architecture résolument contemporaine. En 2005, quand on a fait ça, on avait en tête toutes ces agences qui brillaient sur les thèmes écologiques, entre autres les agences qui étaient installées en Vorarlberg autrichien, et ma femme et ma partenaire aussi dans ce projet-là d'installation d'agences est autrichienne, et donc du coup on a essayé de s'inspirer de ce que font les Autrichiens dans leur campagne. Voilà. L'idée aussi derrière, c'était en fait, on avait fait le constat que on avait une idée un peu peut-être fausse de ce qu'étaient devenues les architectures de pays, et qu'il fallait peut-être y amener un point de vue critique. Notamment, par exemple, quand on parle de la maison Périgourdine, on a aujourd'hui on appelait depuis les années 80 maison Périgourdine des maisons qui avaient le gabarit de maison Périgourdine, mais qui étaient construits avec des matériaux qui venaient d'Alsace, d'Espagne ou d'Italie. Et du coup, on se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, voilà. Donc, on s'est mis à réfléchir là-dessus, et puis on s'est dit, quand on regarde nos villages, quand on regarde nos paysages, finalement, il y a un rapport entre l'homme, la nature et les matériaux qu'on a complètement oubliés. En fait, ces villages nous parlent d'enracinement, de culture, d'harmonie entre l'homme et la nature. Ils sont eux-mêmes très intégrés. Magali a parlé d'intégration dans le paysage. Ils sont eux-mêmes très intégrés dans le paysage, ces villages-là et ces maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes des morceaux de paysage. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris le paysage, pour les construire, on a pris des morceaux de paysage, on les a transformés, on les a modélisés pour les rendre habitables. Donc il y a comme ça une symbiose qui s'installe tout d'un coup entre l'architecture, le paysage et l'homme. Et ça, on l'a perdu avec la mondialisation. Alors, je ne suis pas anti-mondialisation, mais on a perdu à travers cet élan-là qu'on a connu dans l'après-guerre. Et du coup, on avait envie de porter un point de vue critique par rapport à ce mouvement-là, et peut-être de retrouver des choses simples qui font...
qui nous permettent de retrouver des circuits courts. On a vu avec le Covid à quel point ça pouvait être des sujets qui pouvaient être utiles de temps en temps, voilà. Et puis, oui, voilà, cette économie circulaire, l'identité, des questions d'identité, donc comment on fait culture, voilà. Tous ces sujets-là, on les a remis sur la table avec une posture qu'on tient depuis une quinzaine d'années. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout le travail qu'on mène et qu'on a essayé de mener aussi à travers cette formidable opportunité qui nous a été donnée de faire l'Agora, puisque le sujet collait parfaitement avec notre ADN. Et donc, du coup, c'est une joie de travailler avec Magali et ses équipes. Voilà. Bon, très bien. Donc, peut-être que maintenant, on va voir quelques éléments de réalisation de ce projet et puis des images. Ce que je veux préciser avant que vous continuiez, Cédric, c'est que nos amis internautes, ils ont accès donc à un chat, ils peuvent poser des questions, interpeller, etc. Leurs demandes seront prises en compte. Voilà. Hein. N'économisez pas le chat. Voilà, Alors, donc juste pour quelques données, donc en fait c'est un projet qu'on n'a pas fait tout seul, on était engagé dans une équipe avec des ingénieurs, donc cabinet d'ingénierie au TCE, qui nous a accompagnés en structure, dans les fluides, électricité, et puis en sécurité incendie. Après il y avait le cabinet Acoustica, hein, bien sûr, acoustique, et un cabinet d'ergonomie. Ensuite, donc du coup on a été lauréat en 2017, c'est un projet qui a été livré en 2020, qui fait presque 1500 mètres carrés et on est autour de 3,2 millions d'euros hors taxes. Voilà, donc on est grosso modo un peu plus haut que 2000 euros du mètre carré. Donc vous voyez aussi que c'est important de dire ça, mais quand on s'engage dans une démarche comme ça, il y a forcément derrière un engagement économique qui est important. On n'est pas sur des prix fous, mais c'est vrai que on va avoir du mal, dès qu'on est exigeant dans la démarche écologique, on va avoir du mal à atteindre ces prix de 1300, 1400, 1500 euros, on va avoir du mal à les tenir, quoi. Après, il suffit c'est comme une table d'équaliseur, hein, il suffit bien sûr de remettre en cause certaines exigences. Bon, voilà. Le label qui a été obtenu pour cette opération, c'est le label BBC Finergie 2017. Voilà, et puis Magali l'a dit, on a été lauréat du prix régional d'architecture en 2020. Voilà, je vais passer après des choses plus intéressantes peut-être, mais c'était juste pour resituer le... Donc quand on s'est lancé sur ce concours-là, on n'avait pas forcément, nous, de référence dans les pépinières d'entreprise. On n'avait que quelques projets de bureau, mais à cette échelle-là, c'est un sujet nouveau pour nous. Puis en plus, on était sur un bâtiment neuf. Et puis c'était des sujets émergents aussi, les espaces de coworking, on les voyait en grande ville, mais pas forcément dans les campagnes. Donc c'était, je pense, un sujet aussi novateur dans la programmation en milieu rural. Et du coup, nous on s'est dit, voilà, on va candidater. On a été retenus. Parmi les 3 équipes retenues, il y avait essentiellement des jeunes équipes, donc on voyait bien que le maître d'ouvrage attendait une proposition nouvelle avec... se disait aussi, peut-être si je sélectionne une certaine génération d'architectes, ils vont savoir répondre, puisque finalement on attend aussi cette génération-là à l'intérieur de la pépinière d'entreprise. Donc il y a des façons de vivre qui s'expriment là, peut-être, et du coup, voilà. Donc on a été lauréat de ce concours. La proposition qu'on a faite essentiellement, c'était de proposer un hall toute hauteur, qui était au centre de la pépinière d'entreprise et qui deviendrait tout d'un coup le fédérateur, qui donnerait l'opportunité aux gens de se rencontrer, même par le plus grand des hasards, mais du coup ça crée un espace convivial comme ça qui relie tous les étages de la pépinière d'entreprise. Et du coup qui est propice à la rencontre. Les gens se croisent facilement, s'arrêtent, donc on a créé aussi des petites dilatations sur les espaces de circulation.
comme des petites placettes où on va faire la photocopie, se faire un café, mais c'est des espaces où on peut se reculer et discuter. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de ce projet-là. C'était au même moment où en fait on participait à ce concours, on avait aussi ouvert un bureau dans l'est de la France, dans une pépinière d'entreprise qui était justement tout le contraire de ça, c'est-à-dire c'était une pépinière d'entreprise où on avait des couloirs centraux, sans lumière naturelle, des bureaux de chaque côté, très optimisés en termes d'espace, mais très peu convivial, quoi. Pour le coup, on avait vraiment pas envie de croiser les gens parce qu'on ne les croisait pas dans les couloirs, tellement les couloirs étaient étroits et peu conviviaux, peu propices à la discussion. Voilà, donc on a essayé de réaliser un peu tout le contraire de ça. Donc là, vous voyez sur l'image qui est derrière le grand hall avec les deux niveaux de coursif qui permettent d'accéder au bureau. Et puis en bas, vous voyez la banque d'accueil et tout l'espace du rez-de-chaussée dédié vraiment aux fonctions communes. Donc on a l'espace de coworking, l'administration qui se déploie derrière la banque d'accueil et un espace de restauration que je vous montrerai tout à l'heure. Et aux étages, donc les coursives permettent d'accéder chacune au bureau de l'hôtel d'entreprise. Voilà, donc ça juste pour resituer, donc la pépinière d'entreprise, donc c'était une pépinière qui est située dans une zone artisanale qui s'appelle Gironde Énergie. On est au milieu, vous le voyez, de la forêt. Et le site qui nous était donné, en fait, c'est un site qui est en bordure de la zone artisanale, coincé entre la zone artisanale et la zone naturelle, zone Natura 2000, avec des zones humides. Et donc, on avait 2 parcelles à développer. Et du coup, on avait un programme qui était divisé en 2. Et nous, l'idée qu'on a eue en plan masse, c'était de vraiment de pouvoir faire un seul bâtiment assez convivial. Donc, si je me permets de tourner la tête, mais grosso modo, ah oui, sur le pointeur, vous voyez que entre les bureaux et les ateliers sont séparés par une voie pompier qui imposait presque d'avoir 2 bâtiments. Et nous, l'idée, ça a été de relier ça par une sorte de grande arche qui servait de terrasse couverte sur lequel donner l'espace de restauration. Donc on a un grand bâtiment comme ça qui se déploie et qui permet d'avoir un seul et même bâtiment pour tout l'espace de pépinière d'entreprise. Donc d'un côté, vous avez les ateliers, donc les 4 ateliers que vous voyez sur l'image à droite, et à gauche les bureaux. Là, on revoit le bâtiment. L'idée, ça a été d'utiliser bien sûr largement le bois, puisqu'on était dans cette forêt. Alors, ce qu'on a fait aussi en système constructif, on a développé un système bioclimatique avec, vous voyez ce grand hall à droite qui nous permet justement d'offrir une ventilation naturelle traversante. Avec les bureaux à gauche qui, eux, donnent au sud. L'idée, ça a été de développer aussi un noyau dur que vous voyez là à gauche sur la coupe, qui est en béton, et toute l'enveloppe périphérique du projet, elle, est en bois avec une isolation renforcée. Donc c'est un concept qu'on a testé sur plusieurs projets qui est assez simple, mais qui marche relativement bien, qui nous permet de répondre à la fois au confort d'hiver, avec une isolation renforcée, l'ossature bois, qui permet d'avoir une véritable enveloppe thermique performante et de limiter les ponts thermiques. Et puis l'été, ce système de ventilation naturelle traversante, couplé au noyau dur en béton, c'est-à-dire qu'en fait on a réalisé les planchers en fait des différents niveaux en béton, nous permet d'avoir de l'inertie et du coup de déphaser la montée intérieure de la température du bâtiment. Là, ici, on voit la coupe, hein, donc entre les ateliers. On revoit à gauche donc les séquences du bâtiment. Les ateliers à droite, au centre, la grande terrasse couverte pour le restaurant. Et puis à gauche, donc le hall qui donne sur les différentes coursives de bureaux.
Donc ça, c'est une façade du bâtiment. On voit cette façade avec beaucoup de bois. Là, sur les matériaux, on dit souvent que l'idée, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Ça part d'un principe simple, mais là, encore une fois, l'industrie, les savants, etc., nous ont fait comprendre qu'on pouvait utiliser le bon matériau au mauvais endroit ou le mauvais endroit au bon matériau. Enfin bref, des choses comme ça. Avec la chimie, on pouvait éventuellement traiter les bois ou les pierres, etc., et puis les transformer pour qu'elles puissent être utilisées dans le contexte pour lequel elles n'étaient pas forcément naturellement faites. Bon, ça, nous, on n'est pas forcément fan de ça. Donc là, en façade, nous, ce qu'on dit souvent, il faut utiliser les essences qui sont appropriées pour les intempéries. Donc, on va aller vers des bois qui sont de classe 3 naturelle. Hein. Là, ici, on a utilisé le Douglas du Limousin, mais on peut aller aussi chercher du châtaignier ou du chêne, des essences comme ça. À condition, bon, le Douglas, il faut qu'il soit purgé d'aubier, mais enfin voilà, c'est des choses qu'on peut tout à fait trouver sur le marché local. Voilà, donc ça lui donne une couleur comme ça, blonde. Alors, c'est des discussions qu'on a eues beaucoup avec le maître d'ouvrage au début, hein, même ça fait partie des négociations, plus ou moins. Cette idée de mettre du bois en façade, ils avaient eu quelques mauvaises expériences, je crois. Du coup, ça fait partie des discussions qu'on a eues, effectivement, d'utiliser le bon bois au bon endroit. Parce qu'effectivement, si on n'utilise pas le bon bois au bon endroit, on a quelques surprises à l'arrivée. Là, l'idée, c'est que même si le bois n'est pas forcément traité chimiquement pour élever sa classe, on a quand même utilisé un saturateur parce qu'il y avait des craintes sur le vieillissement. Et donc, ce saturateur nous permet de retarder, on va dire, le vieillissement des façades et du coup d'espérer, et ça a l'air de le faire à peu près, un vieillissement relativement homogène des façades, quelle que soit l'exposition du bois. À l'intérieur, on est plus sur des essences type pain maritime, donc qui sont des essences qui sont justement qui n'ont pas cette classe 3 naturelle. Et du coup, on s'en est donné à cœur joie. Hein, en pain, on a réalisé les bancs d'accueil, tout ce qui est panneaux acoustiques. Donc on retrouve en plafond et sur les parois verticales des garde-corps des escaliers, les portes des bureaux. Bon, voilà, on a... Donc vous voyez ici la coursive avec à droite un petit espace copie, rencontre, papotage, etc. Dans ces coursives aussi, on a suspendu quelques cabanes que vous voyez donc au balcon. Ces cabanes, ce sont des petits espaces de causerie qui nous permettent de... si les opportunités de rencontre durent trop, de rencontrer d'autres entreprises là et d'avoir quelques petites réunions dans ces cabanes. On les verra un peu plus loin. Voilà, on en voit une ici qui s'ouvre sur les balcons. Voilà, c'est un espace de bureau, donc où on voit qu'on a utilisé des panneaux acoustiques à fibre de bois. Ça, c'est l'espace de coworking où on a développé des niches aussi en bois et tissu pour faire l'acoustique. Donc, c'est une espèce de cocon où on vient se lever avec la vue sur le paysage, sur la zone Natura 2000. Et on peut s'isoler comme ça pour passer un coup de fil, mais aussi pour se concentrer sur des sujets sensibles. Voilà, ça, c'est les cabanes suspendues. Voilà, là je vous montre la pépinière d'entreprise vue de la zone Natura 2000. C'est aussi une vue qu'on peut avoir depuis la route. Donc c'est un grand bâtiment qui joue un peu le rôle de signal, hein, ce qui affiche aussi la philosophie de la zone. Voilà, Magali, si tu veux conclure peut-être sur le projet. Juste peut-être par rapport aux attendus, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a réussi à créer aussi bien les lieux de rencontre que nous souhaitions,
parce qu'une pépinière, c'est malgré tout des salles de réunion, des grands halls sur lesquels le bâtiment doit vivre au-delà de l'animation que nous proposons, c'est-à-dire que aussi bien les chefs d'entreprise que les salariés doivent pouvoir être amenés à se rencontrer très facilement dans les espaces déjeuner, dans, comme je le dis, ce grand hall qui est magistral, mais qui a une vraie fonction dans la vie du bâtiment. Au-delà de ça, forcément, ça reste un lieu de travail, donc il faut des espaces dans lesquels l'acoustique soit parfaitement travaillée, et donc d'où les petites alcôves qui ont été présentées par Cédric Ramière, qu'elles soient suspendues ou dans les espaces de coworking. On le voit avec, après la période de Covid en plus en plus besoin de travailler en visioconf, etc. Donc c'est vrai que ce sont des espaces qui ont trouvé toute leur utilité, même si initialement ce n'était pas prévu. Aujourd'hui, elles sont très largement utilisées. Le bâtiment répond aujourd'hui pleinement en fait à tous les objectifs qu'on s'était donnés. Tu n'es pas rentré dans le détail aussi de la production d'énergie, mais typiquement, il faut savoir que ce bâtiment a des panneaux photovoltaïques sur presque la moitié de la toiture. Ouais, tout à fait. On a également des sondes de géothermie, 11 sondes qui ont été réalisées. Donc sur tout ce qui était production d'énergie, alors ça fait 1 an et demi, mais ça y est, on maîtrise le fonctionnement du bâtiment. C'est pas simple, mais je pense que c'est un pari qui a été malgré tout gagné, réussi. On est venu compléter ça, nous, au niveau de la communauté de communes, parce que je le disais, c'est une vraie préoccupation. Donc, on le voyait sur une des photos, on a construit des ombrières, nous, sur les zones de stationnement. Voilà, si je pense que j'ai à peu près tout abordé, même ces questions de production d'énergie. Oui, sur la production d'énergie, c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail. Et puis, là aussi, il y a eu une innovation qui n'est pas négligeable, c'est que la production de photovoltaïque est utilisée en autoconsommation. Ce qui est intéressant, donc du coup ça permet de réduire les charges des entreprises, et du coup ça vient en déduction de leur loyer. Voilà. Après, comme le disait Cédric Ramière, on le voit bien malgré tout, ça génère un surcoût forcément à la construction du bâtiment. Il y a eu des vrais choix qui ont été faits par ma collectivité et par les élus qui siègent, notamment quand on a commencé à penser aussi géothermie. Aujourd'hui, voilà, les choix ont été faits et le retour est positif quant à la vie au sein du bâtiment, aussi bien pour moi en tant que gestionnaire que pour les entreprises qui sont locataires aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments intéressants qui vont susciter des questions, aussi bien dans la salle que sur Internet. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, posez toutes les questions que vous voulez sur cette réalisation qui a été lauréate, je le rappelle, du prix de la construction dans la catégorie travailler, accueillir. Donc Cédric Ramière, tout à l'heure vous avez dit en fait c'est un projet qui ne pouvait être confié qu'à des jeunes architectes. Il y a des jeunes et des moins jeunes architectes dans la salle, en fait, je ne sais pas. Ça veut dire que vous considérez que générationnellement parlant, vous êtes plus sensibilisés que vos aînés à ces questions-là. Je vois que ça rit dans la salle. Voilà, c'est un peu une question difficile. Non, mais c'était faut pas se faire des ennemis là. C'était une lecture que j'ai faite juste à travers le panel d'agences qui étaient sélectionnées. C'était un constat, quoi. Voilà, c'était plus un constat. Je pense qu'on est tous capables. Moi, je construis beaucoup d'EHPAD et pourtant je suis pas encore en âge de. Vous pouvez aussi résider. Donc je pense que voilà, mais c'était peut-être idiot, hein, parce que. Non, c'était pour vous. Merci. Chahuter un petit peu, voilà. En quelque sorte, donc vous avez dit, vous nous avez parlé d'un cahier des charges, bien-être des gens qui travaillent et qui vivent dans ce bâtiment, intégration paysagère, effectivement, Cédric y est revenu largement. Énergie renouvelable, donc il n'avait pas cité les aspects. Alors, en termes d'économie, aujourd'hui, vous avez des éléments de retour sur cet aspect-là des choses? Non, c'est trop tôt aujourd'hui trop récent. Trop récent pour pouvoir vraiment analyser tout ça.
Pour autant, c'est quelque chose qui sera suivi, nous, au sein de la collectivité, parce que c'était la première fois que la collectivité investissait autant dans les énergies renouvelables. On a eu un gros programme d'investissement et c'est vraiment le seul bâtiment qui a été conçu de la sorte. Donc, l'idée, c'est que ça puisse faire école si, en l'occurrence, on se rend compte que, voilà, à moyen, long terme, il y a un bénéfice financier. Au-delà du bénéfice financier, je crois qu'après, c'est aussi un engagement que souhaitait porter ma collectivité et le président de la structure, que de se dire, voilà, il faut aussi qu'on soit exemplaire nous-mêmes dans la façon de concevoir des bâtiments publics aujourd'hui. Et ça passe par le fait de porter des bâtiments qui investissent dans les énergies renouvelables. Ok, donc les élus aujourd'hui sont pleinement satisfaits de la réalisation. Oui. Ah, je vois une main qui se lève, là. Oui, bonjour, je suis Olivier Breil, le bureau d'études Le Sommer Environnement. Je me posais la question, là vous avez utilisé du bois en façade et aussi à l'intérieur. Vous parliez de bois local, est-ce que vous avez réussi à avoir du bois d'origine France sur votre projet? Oui. Est-ce que j'imagine que c'est du Douglas en façade, je présume, j'ai peut-être pas bien compris tout à l'heure, mais du pin sylvestre en l'intérieur, est-ce que tout ce bois vient de la région en fait, hein? Oui, tout à fait, ça faisait partie des critères qui étaient importants pour nous. Ouais. C'est origine France et origine région. Et origine région, ouais. Voilà. On est dans le local. Voilà. De manière générale, c'était aussi un élément prévu, nous, dans le cahier des charges. Alors, ça n'a pas été simple. Pour arriver à trouver le bois. Pour autant, c'était prévu dans le cahier des charges. On est un bâtiment, encore une fois, qui héberge des entreprises. Donc l'idée pour la collectivité, c'était de se dire aussi comment, à un moment donné, ce bâtiment conçu par des entreprises peut montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui en architecture avec des matériaux, en l'occurrence français. Voilà. Donc c'était souhaité aussi très largement par la communauté de communes. Alors, vous avez raison de poser la question parce que c'est pas un travail facile en fait, pour plusieurs raisons. Hein. Nous, ça fait longtemps qu'on se penche sur le sujet, mais effectivement, le code des marchés publics qu'on a sur les épaules. Je reviens tout à l'heure sur l'histoire des archétypes des architectures qui sont périgourdines, par exemple, qui sont même inscrites dans les règlements de ZPPAUP, de PLU, etc., qui ne font pas forcément référence à des matériaux locaux, mais plutôt à des couleurs ou à des formes ou à des choses comme ça. Donc on a tout, on va dire qu'on a tout contre nous, en fait, si on veut développer une démarche avec des matériaux locaux. En termes de réglementation, la réglementation n'est pas forcément de notre côté. Et malgré tout, c'est possible. Et malgré tout, c'est possible. Alors, ce que nous, on fait de plus en plus, là, on a développé une démarche avec Nobatec, que vous connaissez certainement dans la salle. On essaie de faire des... Qui sera là demain, je pense, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un atlas. Dès qu'on démarre un projet, on fait un atlas des savoir-faire et des ressources locales. C'est-à-dire qu'on regarde, on va dire, autour de 100 km autour du projet, quelles sont les carrières, les scieries, on fait un atlas. Et on répertorie sous un fichier un peu particulier qu'on a mis au point, une liste qui se transforme en carte et qu'on peut alterner. Voilà, donc c'est un outil qui est assez intéressant. Et puis, dans une deuxième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on continue notre sourcing et on va visiter les entreprises, donc qui sont des entreprises, des producteurs de matériaux, des extracteurs, etc. Les scieries, on va les visiter, on va voir avec elles ce qu'on peut développer comme matériaux. Nous, on croit beaucoup à l'innovation aussi, hein. L'idée, c'est que le temps du projet peut être finalement une des sources financières qui permet à certaines entreprises qui n'ont pas forcément la trésorerie pour le faire, de faire de la R&D. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on prend pendant les études, on prend l'argent qu'on a à disposition pour faire projet, mais pour faire projet aussi et pour faire éventuellement de la R&D avec les entreprises. Donc, si on va voir les entreprises, qu'on discute avec elles, on peut développer quelques prototypes, on peut, pendant la phase de projet, et du coup, peut-être arriver à quelques innovations. Alors, ce n'est pas forcément des innovations qui remettent à plat le système de construction en France, mais ça peut être des innovations sur des façades ou des choses comme ça, des isolants, voilà. Donc, on travaille comme ça de plus en plus
Et puis, en creusant ces choses-là, on arrive aussi à avoir des CCTP, donc des cahiers de prescription qui sont de plus en plus précis, de sorte à ce que lors des appels d'offres, on puisse obtenir ce qu'on veut, on va dire. Merci d'aborder ça, puisque en fait, ça va être aussi une des questions qu'on va se poser demain, le sourcing local, le recensement des ressources et des savoir-faire locaux, notamment pour tout ce qui concerne les matériaux biosourcés également. Mais le petit oiseau avait chanté tout à l'heure, alors il y a une question peut-être? Oui, si la voix qui change aujourd'hui, C'est la voix des lois maintenant. Masculinise cet après-midi. Une question de Julie. Avez-vous incité entre guillemets, à la fourniture de bois d'origine française, entre parenthèses, Douglas du Limousin par exemple, dans les marchés de travaux? Et si oui, de quelle manière? On vient d'y répondre, je crois. Alors voilà, on va un petit peu plus loin. La réponse c'était oui, mais de quelle manière on peut... Alors demain on va en discuter, hein, la commande publique, etc. Mais vous pouvez répondre à Julie. Dans la commande publique, c'était inscrit. Donc idéalement, on souhaitait des matériaux français. Donc après, on y a travaillé tout simplement avec les architectes au fur et à mesure. Mais je me souviens même, voilà, on est passé de l'interrupteur au bois jusqu'au Douglas. Alors c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et là, heureusement qu'on a des réseaux en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit les clusters, que ce soit toutes ces structures-là qui ont pu nous aider. En l'occurrence, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Fibois, oui. Parce qu'il y a eu un moment où on était un peu en peine sur cette fourniture en bois. Et donc, ça a été très naturellement qu'on s'est retourné aussi vers les acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait. Puis après, c'était, comme je le disais tout à l'heure, la rédaction des CCTP. On ne peut pas tout faire en marché public, mais sachez qu'il y a quand même quelques possibilités de trouver quelques failles qui nous permettent effectivement d'aller vers des matériaux plus locaux que d'autres. Voilà. Et puis, vous venez de dire quelque chose d'important, me semble-t-il, et l'un et l'autre, c'est que vous n'avez pas cessé d'échanger, en fait, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est aussi une des clés du succès, en quelque sorte. Vous n'avez pas dit à Cédric Ramière, allez-y, faites le chantier, et puis... Non, en fait, moi je le dis souvent, ce type de réussite se fait vraiment à deux. Il faut qu'il y ait un dialogue riche entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est super important. Donc nous, on ne sait pas faire de beaux bâtiments, de bâtiments bien conçus, on va dire, sans un dialogue constant avec le maître d'œuvre. C'est évident, ça c'est évident. Ouais. Après, on avait une chance, nous on était sur place en plus. C'est vrai. Comme c'est une extension, en fait, c'était plutôt simple comme fonctionnement. Donc tous les jours, vous pouviez effectivement participer. Et puis, ça s'est bien passé. On a eu aussi de la chance, je pense. On a travaillé avec des bonnes entreprises. Le dialogue s'est plutôt bien passé avec les entreprises. Certaines entreprises qui étaient locales, que ce soit sur le bois, il est de Haute-Gironde, tout ce qui est le bardage bois, l'escalier, même chose, on est sur une entreprise. Donc après, des entreprises qui étaient très présentes, pour certaines en tout cas, sur tout ce qui se voit. En l'occurrence, c'est des choses sur lesquelles on a pu travailler en étroite collaboration avec les entreprises aussi. Une dernière question. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Magali Baudey et Cédric Ramière, sous vos applaudissements. Ouais.